Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Les infos qu'il vous faut, c'est ici et nulle part ailleurs. Vous êtes dans le 22h, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le procureur de la République près le tribunal de Dixine a la main lourde dans la réquisition contre Mamadi Condé, alias Madic Sans Frontières, le réclame 10 ans de prison ferme, une grosse amende, mais les avocats du militant de l'UFDG ne l'entendent pas de cette oreille. Les conséquences de la grève dans le supérieur paralysent fortement les cours en Haute-Guinée. Les enseignants sont aux abonnés absents, aux grandes dames des étudiants qui se tournent vers le gouvernement. Et puis nous ne dérogerons pas à la règle. Notre grand angle de la rédaction s'intéresse à ce que d'aucuns considèrent comme un saut métier. La menuiserie zoom ce soir sur un atelier dans la ville de Farana. Lui, il menace d'aller en grève de la faim si son procès n'est pas programmé dans un bref délai. Ismaël Condé, opposant au régime d'Alpha Condé, entend vouloir arrêter tout soin lié à sa maladie. Son avocat exprime toute sa crainte quant à la mise en application de cette menace de son client. Le procès du client pourrait cependant être programmé cette semaine selon maître Alseni Aïssata Diallo. André Moussiemilimono, El Haj Aluba l'ont rencontré pour vous. Dans une lettre adressée au régisseur et au procureur de Mafanko ce week-end, Ismaël Condé, en détention à la maison centrale de Conakry depuis septembre dernier, dénonce sa longue détention sans aucun procès. Il a décidé d'entamer une grève de la faim, une démarche que soutient son avocat. Il vous souviendra bien qu'avec le dossier de Foninké Bangé, c'est quand il a menacé, il est entré en grève de faim, en ce moment que les autorités judiciaires ont diligenté très bien le dossier, et programmé le dossier, et voilà. Donc ça ne va pas m'étonner qu'il le fasse naturellement, pour la bonne et simple raison qu'il en a marre. Cette détention prolongée et préventive ne fait que perdurer, il en a marre. Ce militant de l'UFDG dit souffrir d'une crise de l'asthme, d'inflation et de sinusite. Dans la même lettre, il a également décidé de refuser tout soin dans le cadre de son traitement à compter de ce lundi 25 janvier 2021. Maître Alseni Aïssata Diallo exprime toute sa crainte. Nous craignons le pire naturellement, parce que tous nos clients déjà qui sont en détention se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc lui, notamment M. Ismaël Condé, je vous l'ai déjà dit, il a fait plus de 3 mois de détention. Cette durée de détention est devenue vraiment inacceptable, insupportable, et dans des conditions que nous connaissons. Selon cet avocat, nombreux sont ces prisonniers qui vivent les mêmes situations que son client du fait des conditions carcérales qui sont pénibles à la maison centrale de Conakry. Il lance un appel au gouvernement. Il faut avouer que nos clients qui sont en détention se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. Et là, j'interpelle l'État, les autorités à tous les niveaux pour remédier cette situation. Tout porte à croire que le procès du deuxième vice-maire de Matam pourrait être programmé cette semaine, selon son avocat. Dans le même registre, Madic Sans Frontières risque gros si l'on s'en tient à la réquisition du procureur de la République qui réclame 10 ans de prison suivi d'une amende de 300 millions de francs guinéens au tribunal de première instance de Dixine. Mamadi Condé, alias Madic Sans Frontières, était militant engagé de l'UFDG poursuivi pour diffusion de messages de nature raciste. Ses avocats s'opposent à la volonté du procureur et plaident non coupable pour leur client. Le procès est renvoyé au 8 février prochain. Juste Léno, Abaka Kekebangoura. En rappel du procès verbal d'interrogatoire du 7 décembre 2021, Madic Sans Frontières a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Sans remords, Sidi Suleiman Ndiaye, le procureur de Dixine, a requis 10 ans de prison contre Mamadi Condé, suivi d'une amende de 300 millions de francs guinéens. Ses avocats ne comptent pas se laisser distraire. C'est des réquisitions du ministère public, de représentant de la société qui a fait ces réquisitions. Réquisition n'est pas égale à condamnation, il faut que vous le sachiez. Parce que déjà après les réquisitions de monsieur le procureur, les gens ont commencé à nous appeler de l'extérieur pour dire « Ah, il semble qu'on a condamné Malik ». Non, encore, on ne l'a pas condamné encore. Jusqu'au moment où je vous parle, une décision n'est pas encore prise.
Nous venons de faire nos plaidoiries et le procureur a fait ses réquisitions et le dossier est mis en délibéré pour décision être rendue le 8 février. Alors, tout au long de nos plaidoiries, individuellement et collectivement, nous avons plaidé d'abord non coupable. Mamadi Condé est poursuivi pour diffusion des messages, photos et vidéos de nature raciste portant atteinte à la personnalité du chef de l'exécutif. Ses avocats ont plaidé non coupable en exigeant l'application de l'article 544 du Code de procédure pénale. Ils restent confiants qu'une libération pure et simple de leur client suffira les jours à venir. Monsieur Malik, sans frontières, était innocent. Que le procureur demande qu'on envoie à l'abattoir. Mais nous avons demandé à ce que le tribunal le laisse purement et simplement pour des non établis. Parents, amis et collaborateurs sont venus assister au procès. Ils s'attendaient à une libération des plus belles après que leur Madik, disent-ils, ait reconnu les faits qui lui sont reprochés et demandé pardon. L'émotion est encore grandiose car l'affaire n'est pas encore terminée. Le procès est renvoyé au 8 février prochain. Sur un autre terrain, pour le moins sulfureux, la grève du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur, déclenchée depuis le 22 janvier dernier, se poursuit dans les différentes universités de la capitale et à l'intérieur du pays. Ce lundi, les enseignants ont à nouveau boudé les salles de classe. Quant aux étudiants, ils mesurent déjà les impacts de l'absence des enseignants dans les différentes salles de classe. Le constat, c'est avec Ali Badra Kamara, Lamine Silla. À l'université générale Lansana Conté de Symphonia, ce n'est pas le même engouement habituel ce lundi. À l'appel du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les enseignants continuent à observer le mot d'ordre de grève. Conséquence, les salles de classe sont restées fermées. Quelques étudiants présents heurtent librement dans la cour de l'université. Elle est largement suivie. Vous-même, vous l'avez constaté, tout est fermé. 3 jours sans cours pour les étudiants. Juste là, aucun appel de l'État dans le cadre d'une rencontre avec le Sénéazur pour un compromis. Les étudiants mesurent déjà l'absence des enseignants-chercheurs dans les salles de classe. Étant étudiant, ici, je vois d'ailleurs que cette grève ici va nous impacter, dans la mesure où les programmes ne seront plus achevés. C'est le même constat à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les salles de classe quasiment vides et certaines même cadenassées. Ici, Baba Mansaré, secrétaire général de Sénéazur, et ses camarades soutiennent que parmi les points de revendication, la subvention de la formation des formateurs est l'un des points majeurs. Selon eux, 75% du corps enseignant est composé de jeunes assistants qui ont impérativement besoin de formation continue pour assurer la relève. Presque tout le corps enseignant est presque assistant. Dû à quoi? Au vieillissement, au cas de maladie et décès. En dépit de la formation des formateurs dans leurs revendications, le retard du paiement des subventions des 3e et 4e trimestres de l'année 2020 et le retard du paiement des primes d'incitation, sur lesquels s'ajoutent certains points du protocole d'accord signé en mai 2019. Ces syndicalistes ne comptent pas lever le mot d'ordre de grève, ce juste à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Dans le même sillage, les mots d'ordre de grève lancés respectivement par le Sénéazur, le SNE, ont été suivis à la lettre ce lundi à Cancan, à l'université Julius Nyerere, mais aussi dans les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire public. Partout, les enseignants ont brillé par leur absence dans les différentes salles de classe. Harassés par cette situation, les syndicalistes et les étudiants demandent au gouvernement de prêter une oreille attentive aux différentes réclamations des enseignants. Alpha Oumar Koïta est notre correspondant régional à Cancan. Il a fait le tour dans quelques écoles. Suivez son constat. Si difficile a été pour dire que le mot d'ordre de grève lancé par le Sénéazur le vendredi dernier a été suivi ou non à l'université Julius Nyerere de Cancan à cause de l'absence des enseignants et étudiants qui n'étaient pas programmés pendant ces 2 premiers jours de grève. Ce lundi, on peut dire sans risque de se tromper que le suivi du dit mot d'ordre de grève a été effectif dans l'une des plus grandes institutions d'enseignement supérieur du pays. Au moment de notre passage à 8 heures, aucun enseignant-chercheur, encore moins des étudiants, n'avait fait signe de vie. Outre le drapeau qui flottait suivant la direction du vent, seuls quelques encadreurs pédagogiques et membres du bureau syndical étaient présents sur les lieux. Le mot d'ordre de grève
lancé par le SNAESUR, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, observé à l'université de Kankan. Le constat reste le même dans les établissements d'enseignement élémentaire et secondaire publics. Là aussi, des enseignants ont brillé par leur absence en respectant le mot d'ordre de grève lancé à partir de ce lundi par le syndicat national de l'éducation SNE pour une durée préalable de 72 heures. À la différence de l'université de Kankan, dans toutes les écoles qu'on a pu sillonner, l'affluence des élèves était au rendez-vous, mais hélas, pas d'enseignants. Nous sommes venus à l'école, il y a beaucoup d'élèves, mais on n'a pas eu les professeurs. On a la marre maintenant, le gouvernement doit nous aider pour arranger ça maintenant, parce que les professeurs aussi, ce sont des pères de famille, ils ont une famille à nourrir. Et surtout nous les élèves, c'est nous qui partent, surtout ceux qui sont aussi la classe d'examen comme nous, et BAC et BPC, examen d'entrée en 7e année. Le secrétaire régional du SNE Kankan qualifie cette première journée de succès et lance une invite au gouvernement. Après ce boycott de cours pendant ces 3 jours, s'il n'y a pas de gain de choses, il y a un préavis de grève qui sera déposé. Après les 11 jours, la grève sera déclenchée. Si cette troisième journée de grève du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique SNAESUR, qui coïncide à la première journée de celle du syndicat national de l'éducation SNE, a été pacifique à Kankan. Voilà donc ce qu'il fallait retenir dans le volet de la grève dans le supérieur. Devoir de mémoire à présent. Hier, de cela 25 ans, des Guinéens ont été pendus au pont au 8 novembre de Conakry, une période considérée par l'association des victimes du Kambaro comme une purge de l'élite guinéenne, un événement douloureux dont les membres de cette association se souviennent encore. Mamadou Sadio Baldé, Ibrahim Massouma pour les explications. Le même jour que ces 4 Guinéens ont été pendus ici, plus de 80 personnes ont été pendues à travers la Guinée. Une année après l'accession de Sékou Touré au pouvoir, des familles guinéennes commencent à être endeuillées. Selon le secrétaire général de l'association des victimes du Kambouaro, la férocité et la cruauté du régime ont effacé des hommes et des femmes avant de laisser des cicatrices béantes à leur progéniture. Cela fait aujourd'hui 50 ans que des Guinéens appartenant à toutes les familles de la Guinée sont dans des fosses communes. Depuis, 5 décennies se sont écoulées. Aujourd'hui, les enfants de certaines victimes du premier régime occupent de hautes fonctions dans l'administration guinéenne. Ils sont directement interpellés. Nous demandons au ministre d'État, Kiridi Bangoura, de soutenir cette question. Nous demandons au ministre Aboubakar Bari, Big Up, de plaider pour la mémoire de son père. Nous demandons au vice-gouverneur de la BCRG, Baïdi Haribo, d'aider cette cause pour son père. Nous demandons au ministre Abdoulaye Magasuba des Mines de le faire pour le feu Magasuba Moriba qui fut pendu ici. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a perdu son homonyme et le président Alpha Condé n'a pas été non plus un collaborateur de Sékou Touré. Enfin, nous demandons au président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, d'instruire son gouvernement afin que le dossier des Kambouaro soit débattu, car chacun a perdu un ou plusieurs membres de sa famille dans ces purges. Et le professeur Alpha Condé fut à l'époque victime, à tort, d'une condamnation à mort par contumace. Ces cris de cœur seront-ils entendus? Pas évident, ironise quelqu'un qui souligne de passage que ces hommes cités plus haut se préoccupent beaucoup plus à consolider leur 3e mandat. Depuis donc 5 décennies, ces victimes n'ont pas oublié cet événement douloureux. Leur collègue a survécu à un accident de travail avant d'être licencié par ses employeurs. Très tôt ce matin, les travailleurs de la société Cibitec de la Guinée ont laissé éclater leur colère. Les responsables auraient décidé de prélever 300 000 francs guinéens sur le salaire de chacun d'entre eux. Reportage Marissa Camara, Ibrahim Souri Camara. Ces employés travaillent dans cette société sans contrat. Avec un salaire de 35 000 francs guinéens par jour, ils affirment avoir rencontré toutes les difficultés dans leur propre pays. Ils disent être discriminés par les Chinois. Au sein de l'entreprise, aucune sécurité sanitaire ne serait assurée. Quand il est venu, il n'a même pas demandé comment tu te sens. Il a juste dit qui a fait l'accident. On lui a indiqué, il a dit, toi enlève ton gilet, enlève ton casque, tu déposes tout, tu es licencié, où est ta carte, t'envoies. Dans nous qui sommes là, personne n'a de carte. Ils ont certains qui ont des cartes, mais la plupart, les 90% n'ont pas de carte. Ici, aucun équipement de sécurité n'est exigé.
ce qui expose ces travailleurs à d'énormes dangers. La poussière est leur quotidien. Vous voyez, donc ils n'ont qu'à essayer de venir voir. Si on travaille dans la poussière, personne n'a de cache-nez. Toute la coudée que les voitures passent, oui, vous avez vu tout à l'heure, on passe toute la journée comme ça. On est prêt, je peux dire, on est malade arrêté comme ça. Parce que ouais, c'est vrai, on est malade. On est malade. Ah, tu dis on est malade? Bernard Haba travaille ici depuis 6 mois. Malgré les conditions de travail pénibles, il décide tout de même de rester, n'ayant aucun choix. Avant que tu restes dans le quartier, ils vont te considérer des bandits. C'est pourquoi les jeunes viennent ici travailler. Sinon, la condition elle est très difficile. L'habillement, vous voyez, une fois, tu sais pourquoi moi je me suis lancé aujourd'hui dans leur grève? Parce que le jour où on était là, les contrôleurs étaient venus, ils nous ont fait sortir tous dans la cour. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce qu'ils savent que quand les gens là, vous nous voyaient dans la cour, on était en désordre. Rien. Le casque là, ça c'est pour moi. Il lance un appel aux autorités guinéennes pour leur venir en aide, mais il ne compte pas s'arrêter là si rien n'est fait. Conditions de travail donc déplorables de nos compatriotes. L'aéroport international de Conakry-Bessia est un excellent élève en termes de respect des mesures d'hygiène sanitaire aéroportuaire. Une reconnaissance au-delà de nos frontières du Conseil international des aéroports qui vient donc encourager la direction générale de l'aéroport qui s'est très tôt prémunue des mesures inhérentes à la prévention et à la riposte contre la Covid-19. Compte rendu, Zana Bangoura, El Haj Aliouba. Cette accréditation dont vient de bénéficier l'aéroport international de Conakry est une reconnaissance des efforts fournis par les autorités sanitaires du pays. Elle est attribuée par le Conseil international des aéroports. Ces dispositions résultent aussi de l'appui des partenaires pour la mise en place des dispositions crédibles dans la lutte contre le coronavirus à l'aéroport. Ces dispositifs sont entre autres les nettoyages et la désinfection réguliers. Sur place, des cabines de désinfection sont placées à l'entrée et au départ. Les mesures de distanciation physique sont respectées. La protection du personnel et l'aménagement physique des établissements et la communication vers les passagers sont de mise. C'est une bonne nouvelle pour la nation guinéenne, une bonne nouvelle pour le personnel de la SOGIAC, une bonne nouvelle pour le personnel de la santé qui nous a accompagnés dans la mise en place des pratiques et des dispositions médicales que nous avons eu à prendre. Ceux qui hésitaient de nous fréquenter à cause des préjugés qu'ils avaient sur la capacité de la Guinée à assurer des mesures rigoureuses qui les protègent, nous leur dirons que ça c'est une reconnaissance internationale qui doit être l'objet d'une fierté de tous les Guinéens. L'Institut national de santé publique n'est pas resté en marge de cette lutte. Quelques acquis sont aussi à mettre à l'actif de la structure. Nous travaillons un peu en amont avant que le passager n'arrive à l'aéroport. Autrement dit, les dispositions qui sont prises pour que le passager il sache où se faire prélever, où se faire tester, où prendre son résultat. Jusque-là, l'Organisation internationale pour la migration s'implique aussi dans le renforcement des mesures sanitaires. À l'aéroport de Conakry, ils sont déployés un peu partout. Ça montre aussi que nous avons fait des efforts qui nous permettent de réaliser ces niveaux. Et je pense que la Guinée a été en avance sur beaucoup de pays. Aujourd'hui, je veux juste donner l'exemple des PCR qui sont faits à l'entrée. Par exemple, un pays comme la France, c'est hier qu'ils l'ont commencé, alors que la Guinée l'a commencé, je pense, depuis 5 à 6 mois. C'est donc la satisfaction à l'aéroport suite à cette reconnaissance des mesures pour barrer la route à la pandémie. Le ministre de la Santé était quant à lui donc à l'hôpital, au CHU de Donka précisément, où il a rendu visite aux enfants souffrant de dermatose et aux bébés siamois. C'était donc ce lundi. Les familles de ces patients se disent satisfaites de cette visite. Le ministre, quant à lui, donc s'est réjoui des avancées faites par le corps médical avant de remettre une enveloppe symbolique à chacune des deux familles au nom du chef de l'État. Antoine Dédé Onivogui, Amara Alexila. Parce que Rorono, Made Nenangira Kenaga, Nobara Contavele, Mo, Colonse Serabama, Boreta, Nabara Lagra.
Images d'hier comparées à celles d'aujourd'hui témoignent de l'amélioration de l'état de santé de la famille Souma, hospitalisée depuis quelques jours au CHU de Donka. Le ministre de la Santé et sa suite se sont rendus au chevet des membres de cette famille pour s'enquérir de leur état et rencontrer le médecin traitant pour la suite des investigations et d'une prise en charge. Ce n'est pas une dermatose contagieuse. Nous sommes en train de faire un traitement symptomatique en empêchant l'apparition des bulles et aussi en empêchant la surinfection des lésions, parce que c'est mollo que les antiseptiques ont prescrit pour la famille. Et aussi, on est en train de faire remonter le moral de la famille, pour ne pas que... Déjà, ils ont perdu un enfant, mais nous avons des difficultés à identifier le type, bon, non seulement le type d'anticorps, mais quel est le type de dermatose bulleuse auto-immune qu'on va évoqué ici. De là, le médecin général Remi Lama a également rendu visite au bébé siamois, toujours dans l'enceinte de l'hôpital Donka. Il félicite le personnel pour les efforts fournis dans le traitement de ces patients. Il est de mon devoir, en ma qualité de ministre de la Santé, de venir remercier cette grande équipe. Par l'intermédiaire de la direction de l'hôpital national Donka, qui a mis à leur disposition le peu de moyens, ils ont fait cette intervention et que c'est réussi, on ne peut que s'en réjouir. Ça veut dire en Guinée, on peut faire beaucoup de choses. Il suffit qu'on mette à disposition les moyens qu'il faille pour que de tels travaux se réalisent. Une enveloppe symbolique a été offerte à chacune des deux familles au nom du chef de l'État. Un des échantillons prélevés sur le corps d'un des enfants malades est en cours d'expédition pour la France dans les jours à venir pour des examens. Des avancées donc encourageantes. Congrès électif à la Fédération guinéenne de tir à l'arc. C'était ce week-end à Fria. L'ancienne présidente a été réélue pour un nouveau mandat de 4 ans. Tous les membres statutaires ont réitéré leur confiance à Mme Sila, née Aïssata Thiam, pour les 4 prochaines années. Le compte rendu, c'est avec Paul Fatia Tunkara, Mohamed Bangoura de retour de Fria. La Fédération guinéenne de tir à l'arc est l'une des nouvelles disciplines dans le giron du sport guinéen. Présidente depuis 2015 et reconduite pour un nouveau mandat de 4 ans, Aïssata Thiam se fixe déjà de nouveaux défis. La construction d'un champ de tir au stade du 28 septembre. Doter cette fédération d'un siège. Parce que qui dit fédération, s'il n'y a pas de siège, il n'aura pas une administration fiable. La vulgarisation du tir à l'arc dans tout le pays. Le congrès électif est une évaluation des missions et activités assignées à une fédération par le Comité national olympique. Son secrétaire général estime qu'Aïssata Thiam est une bonne élève qui a respecté au pied de la lettre le cahier de charges qui lui a été confié. C'est la première femme en République de Guinée à créer une fédération sportive nationale. C'est la première encore femme de la République de Guinée à intégrer une commission de la Confédération africaine de sport de la discipline. Elle est parvenue aussi à être la première à organiser une compétition internationale en République de Guinée. Après validation du bureau exécutif par le département des sports, Djibril Kake a invité les fédérations sportives à cultiver l'union entre elles et au respect des statuts qui régissent leur institution. L'organisation du championnat est un droit pour toutes les fédérations sportives, car nous exigeons à toutes les fédérations sportives de respecter le statut et règlement de leur fédération. 417 licenciés, dont 301 filles, sont aujourd'hui officiellement répertoriés au sein de la Fédération guinéenne de tir à l'arc. Pour le premier mandat, 2 éditions de Tizokata ont été organisées en Guinée avec la participation de 120 archers. 62 médailles, dont 18 en or, 22 en argent et 22 en bronze, ont été récoltées au courant du premier mandat. Dans le même sillage, un an d'arrêt après, dû au Covid-19, c'est la reprise des activités à la Fédération guinéenne de tennis de table. Ce samedi, un tournoi doté du trophée Feu Yance Camara est organisé au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Ce reportage est signé Mamadou Boyba, Tierno Sadouba. Le tournoi a regroupé 6 écoles de la capitale en série filles et garçons. Coronavirus oblige, le nombre de participants est limité. Aujourd'hui, nous avons vu compétir 6 écoles de la capitale
Et ce type d'activité de faible envergure, nous allons les démultiplier dans l'année. Le but étant d'organiser des activités qui ne drainent pas trop de monde pour nous permettre de respecter la distanciation physique. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour honorer Jans Camara, ancien président de la fédération qui a réussi à vulgariser cette discipline en Guinée. Il a soutenu cette discipline sportive volontairement en y donnant son temps, son énergie et même ses avoirs. Au-delà des trophées, les vainqueurs sont également contents de retrouver les compétitions et le public. J'ai travaillé dur pendant 3 ans. Que je suis très fier d'eux parce qu'ils m'ont soutenu dans ce match. Je les remercie du fond du cœur. Le ministère des Sports encourage la fédération à redoubler d'efforts sur le terrain. De son côté, il promet de l'accompagner. Le ministère ne manquera en aucun cas pour vous accompagner dans cette noble mission qui nous tient à cœur. La menuiserie, autrefois se résumait donc au travail physique, difficile donc à exercer. Le métier connaît de plus en plus de mutations, du travail rudimentaire à la mécanisation. Plusieurs jeunes non scolarisés optent pour ce travail en dépit des stéréotypes qui en font un sot métier. L'atelier de menuiserie de maître Sayon Sissé à Farana est à l'image d'une véritable école professionnelle. Malek Sangiana Kamara signe l'angle de la rédaction pour vous. Sayo Sissé, communément appelé Rougeau, est maître menuisier très connu à Farana. Il est dans le travail du bois depuis tout jeune. En 2000, c'est-à-dire depuis 20 ans, cet ouvrier a ouvert son atelier de menuiserie, devenu aujourd'hui une véritable école professionnelle. Ici sont accueillis des enfants non scolarisés ou de moins ceux qui préfèrent le métier que d'aller à l'école pour apprendre la menuiserie. L'inscription d'un enfant par ses parents à ce métier chez Maître Sissé obéit aux règles coutumières, notamment avec les 10 noix de cola. Ainsi, l'éducation de l'enfant et son apprentissage au métier deviennent un devoir pour le chef d'atelier. Donc on a un rambaraya, faut un gel mafene, et ben na yoro men organisé, te ba yoro chamba yena tia. Na organisé ti antente, amba kenyon de la tebe. Mais faut que den li yodon, ka mafene, et ba wodi mission, et ba ke paralaya. Ici nous sommes bien organisés. Les enfants qui viennent apprendre le métier sont suivis également pour leur donner une bonne éducation. Nous leur disons de prioriser le travail tout d'abord, avant de parler d'argent. Si tu es charpentier, il faut être curieux auprès de ton maître. Savoir comment il trouve son argent et comment il l'utilise. Tous les maîtres menuisiers qui travaillent ici ont tous réalisé. Nous ne voulons pas qu'un de nos apprentis se livre à des mauvais comportements tels que suivre les filles. Cet atelier de menuiserie est subdivisé en fonction de la spécialité des maîtres ouvriers qui y travaillent. Les coins des ébénistes, des charpentiers ou encore ceux qui fabriquent des portes et fenêtres. Ils sont une trentaine de maîtres menuisiers qui s'associe à Sayon Sissé, le propriétaire de l'atelier. Maître Oularé est l'un d'eux. Chaque matin, il organise le travail avec ses apprentis. La discipline dans l'exécution des tâches confiées est la règle d'or. Ici, on se croirait dans une salle de classe où le maître vérifie le devoir de ses élèves. Le matin, quand on se retrouve à l'atelier, les enfants n'écoutent que moi. J'organise le travail et je confie à chacun la tâche qu'il doit faire. Pour certains, c'est le dressage. Pour d'autres, c'est le sciage ou encore le montage. C'est comme ça qu'on travaille ici. Pour les tout petits, le travail se fait manuellement.
rabotage ou le sciage pour limer le bois. Ces apprentis à l'âge d'aller à l'école unissent leurs efforts et leurs compétences dans la fabrication des jouets. Je m'appelle Ali Oulare. Pourquoi tu as aimé la menuiserie? C'est le travail de mon père. C'est ce qui a fait que je l'ai aimé. Qu'est-ce que tu sais fabriquer actuellement? Je sais fabriquer les lits et beaucoup d'autres objets. Les plus grands sont autorisés à utiliser les machines, mais avec prudence. Cette mécanisation du travail de bois facilite aux apprentis la mise en forme de la matière première. En groupe, les expériences sont partagées par cet apprenti qui n'est pas nouveau dans le métier. Il connaît par cœur la fonction et le mode d'utilisation de chaque machine dans l'atelier. Bon, rabotage, ici, il y a la machine qui fait le rabotage, mettre le bois à niveau. On a la machine qui scie le bois en planche pour fabriquer les lits et les portes. Nous avons les machines qui font le design, des baguettes et beaucoup d'autres travaux. La mécanisation de cette activité, bien qu'elle soit un atout pour ses ouvriers, elle cause par ailleurs des accidents. Cet apprenti est l'une des victimes. Il a perdu ses doigts dans la machine alors qu'il était en plein travail avec ses collègues. Ok, comment ton accident est arrivé? Juste à ce que tu as perdu certains doigts. Bon, ça s'est passé au niveau de la machine qui est en bas là-bas. Je travaillais avec un ami là. Et lui, il a tiré le bois fort là. Puis le bois est descendu de la chauffée, il est descendu, il voulait descendre sur mon pied. Puis j'ai enlevé mon pied. En enlevant mon pied, ma main a touché la machine maintenant. Après des années d'apprentissage, le maître de l'atelier, rassuré des compétences d'un de ses apprentis, informe les parents de ce dernier. À l'occasion d'une cérémonie solennelle, l'apprenti en fin de formation est déclaré maître ouvrier apte à exécuter des contrats, sans aucun doute, sur le plan professionnel. Il n'y a pas de saut métier. Les apprentis de maître Sayon Sissé le démontrent bien à Farana dans ce grand angle de la rédaction qui met fin à cette édition d'information. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Les infos continuent sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.